Très bien. Alors, la séance d'aujourd'hui et les deux séances prochaines sont consacrées au Rav Léon Ashkenazi, aussi surnommé Manitou. Alors, c'est pas un surnom qu'on lui a donné, c'est son totem qu'il a pris quand il était aux EI, les éclaireurs israélites juifs de France, et on va voir comment il arrive là-bas, étant donné qu'il est né le 21 juin 1922 à Oran, en Algérie, et qui va s'éteindre le 21 octobre 1996 à Jérusalem. Donc il va y avoir véritablement un voyage, des exils successifs et ce qu'il va appeler des mutations qui vont le faire passer de l'Algérie à la France et de la France à Israël. Euh, il est le second d'une famille de 6 enfants. Et du côté, il s'appelle Yehuda, il est le fils de David, le Rav David Ashkenazi, qui est d'abord le grand rabbin de Oran et qui sera ensuite le grand rabbin d'Algérie, le dernier grand rabbin d'Algérie, c'est-à-dire avant les événements d'Algérie qui vont conduire à l'exil de la quasi-totalité de la communauté juive d'Algérie. Vous savez peut-être que les Juifs d'Algérie ne veulent pas être appelés, ne sont pas des Algériens, ne veulent pas être appelés Algériens, ils veulent être appelés Juifs d'Algérie parce que ce sont des Français, puisque à l'époque, l'Algérie est française, elle est un département français, en tout cas elle fait partie des territoires conquis et sous l'autorité française. Et du côté de sa mère, elle s'appelle Rachel Touboul, famille de Oran, qui est elle-même la fille du rabbi Chaim Touboul Dayan en Algérie. Et si on veut remonter plus loin dans la descendance de Manitou, eh bien, on va trouver des ascendances qui vont se rapporter d'un côté au Rav Yitzhak Louria, le Hari, donc dans ses ancêtres, et d'un autre côté le Roche, Rabbeinu Asher ben Echiel, qui est un grand commentateur et posek halacha. Donc une famille érudite et traditionnelle. D'ailleurs, Yehuda Léon Ashkenazi va étudier avec son père et avec son grand-père directement donc à la source des études traditionnelles de Torah, de Talmud Torah. Son père dirige la yeshiva Etzraïm à Oran, donc c'est là qu'il va faire une partie de ses études traditionnelles juives. Il ira plus tard, quand il sera un peu plus grand, étudier la Kabbalah à Marrakech, donc la Kabbalah du Maroc. Et il commencera à faire, d'abord il va être dans les écoles de l'Alliance, c'est là-bas qu'il va apprendre le français et toute la culture française. Il faut préciser que pour la plupart des communautés juives d'Algérie qui habitent dans la grande majorité sur la côte méditerranéenne, d'accord, donc tous les petits villages qui sont sur la côte, de Constantine jusqu'à Sidi Bel Abbès, et bien c'est tout des villes qui sont très occidentalisées, qui sont francisées. Euh, Alger, par exemple, c'est presque la réplique de Nice, avec des boulevards haussmanniens, avec des promenades, des grands boulevards, des palmiers, etc. C'est vraiment la même architecture, euh, puisque les Français, en arrivant en Algérie, ont décidé véritablement de transformer, de civiliser l'Algérie. Et donc, il va y avoir des écoles pour transmettre la culture, les vêtements vont changer, etc. Et donc, les Juifs accueillent les Français comme des libérateurs. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les Juifs en Algérie ont longtemps vécu le statut qu'on appelle le statut de dhimmi. Qu'est-ce que c'est que la dhimma? Dans l'islam, euh, il y a trois états en fait, face à l'islam, face aux populations qui côtoient, qui sont dans
sous domination islamique. Donc soit ce sont des infidèles qu'il faut exterminer, soit ce sont des populations qui partagent la même foi en un Dieu unique, et dans ce cas-là, ils sont tolérés, mais ils sont tolérés dans ce statut qu'on appelle le statut de dhimma. Qu'est-ce que c'est? C'est un statut d'humiliation, c'est un statut de soumission. Et donc les juifs sont obligés de porter certains habits. Ils sont interdits de porter certaines couleurs, par exemple le rouge et le vert qui sont les drapeaux, les couleurs du drapeau de l'Algérie, c'est interdit pour les juifs. Ils ne doivent pas marcher sur les mêmes trottoirs que les Arabes. Et lors de discussions, ils doivent marquer la soumission à leur interlocuteur arabe, et ils n'ont pas le droit non plus de fréquenter les mêmes lieux. Donc, par exemple, au Chouk, il y a des moments réservés aux Juifs et certains quartiers, etc. Ça, c'est la Dima. Et puis, si vous êtes un petit peu plus intéressé, il y a un autre État. C'est lorsque l'islam n'est pas majoritaire dans le pays. Alors, il y a cet État, je ne sais plus le nom en arabe, mais c'est une sorte de trêve en attendant d'être suffisamment nombreux en termes de population pour pouvoir conquérir le territoire. Et donc, cette trêve-là autorise à avoir des relations commerciales avec les populations, etc. Mais finalement, c'est en attente de pouvoir conquérir et islamiser le territoire ou la population. C'était une petite parenthèse. Revenons à Manitou. Mais c'est important de comprendre la mentalité de ces Juifs d'Algérie qui donc voient les Français arriver vraiment comme des libérateurs et aspirent à la culture française parce que c'est vraiment l'idéal de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays, c'est la civilisation. Et donc, et puis surtout, que font les Français? Eh bien, ils donnent le statut de citoyen français aux Juifs. C'est une des premières choses qui va se faire, c'est le fameux décret Crémieux. Et à partir de ce moment-là, les Juifs vont se jeter à corps perdu dans la francisation, par marque finalement de reconnaissance. Sauf que le problème qui va se poser, c'est que les Européens qui vont peupler l'Algérie, d'abord, c'est pas tous des Français, d'abord, c'est énormément des militaires. Et en termes de politique, ça va être la droite, qui est de tradition très antisémite. Et donc, il va y avoir au fur et à mesure des actes antisémites parmi les populations, sur les populations juives d'Algérie. Une espèce de, de supériorité affichée des Français, enfin des soldats en tout cas qui viennent occuper le territoire. Et puis les Européens qui vont être amenés pour peupler l'Algérie, comme population de peuplement. Ça va être des Italiens, ça va être des Portugais, ça va être des Espagnols. Et il va y avoir un mélange de populations comme ça qui va former la nouvelle population d'Algérie et qui vont côtoyer donc les Arabes. Et il va y avoir de- énormément de frictions entre toutes ces populations et beaucoup, beaucoup d'antisémitisme. Et finalement, les Juifs vont se retrouver en tenaille entre les Arabes qui pensent être trahis par les Juifs qui veulent épouser la culture française et les Français qui rejettent finalement les Juifs, mais qui veulent quand même les utiliser pour faire le pont entre eux et les Arabes. Donc c'est une espèce de chaudière bouillante, une espèce de cocotte minute en fait que l'Algérie a à ce moment-là. Ça c'est le contexte et je pense que c'est très important d'en parler. Donc notre petit Yehuda Léon Ashkenazi à ce moment-là, eh bien lui, il est donc totalement immergé dans cette double culture. D'un côté, la culture juive traditionnelle, ancestrale, qui est aussi un mélange, puisqu'on a, comment les Juifs sont arrivés en Algérie, on a les Juifs qui viennent d'Espagne, qui vont passer par Salonique, etc., et par le Maroc, d'accord. Et puis on a aussi les Juifs qui sont en Algérie presque depuis la diaspora directement de Jérusalem. Ce qu'on va appeler les, pas les tribus, les peuples judéo-berbères.
c'est en fait, avec la destruction du Second Temple, il va y avoir une diaspora des Juifs de Jérusalem, donc qui vont quitter Jérusalem et qui vont se disperser sur tout le bassin méditerranéen et qui vont accompagner finalement les marchands phéniciens qui vont essaimer à ce moment-là Tunisie, Turquie, Maroc et Algérie. C'est comme ça qu'ils arrivent jusqu'en Algérie. Et à ce moment-là, il y a euh, dans l'Algérie, enfin en tout cas dans toute la partie désertique, des tribus berbères qui résistent parce que à ce moment-là, et là après on revient à l'époque moderne, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a des guerres de religion entre les Almohades et les Almoravides. C'est deux sortes d'islam différents. On a un islam tolérant et un islam extrémiste. Ce sont évidemment les extrémistes qui vont prendre le dessus et les berbères à ce moment-là sont des peuplades un petit peu sauvages, un petit peu comme les Francs à l'époque, qui résistent à l'islam extrémiste en se cachant dans les montagnes. Et en fait, les juifs commerçants qui arrivent avec les Phéniciens vont se mêler à ces populations parce que ils sont du côté de la tolérance, en tout cas religieuse. Voilà en gros comment on va avoir finalement après en Algérie tout un mix de tout un tas de populations différentes. Euh, et donc, c'est illustré par cette famille ashkénazie qui vient des deux côtés. Donc, la famille ashkénazie, c'est une famille qui vient d'Espagne. La famille Touboul, au contraire, c'est une famille qui est là depuis longtemps. Et on a ce mélange de traditions judaïques différentes. On a toute la Kabbalah du Tafilalet, les familles Abou Hatzera, etc., les grandes familles très pieuses. euh, de ce côté-là. Et puis, on a tous les juifs d'Espagne qui apportent avec eux, qui vont apporter avec eux, puisqu'ils passent par le Maroc, ils vont apporter la Kabbalah marocaine qui est différente et les rites marocains, les piyoutim, etc. Donc, c'est là que grandit Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi. Il est jeune, il est un peu hyperactif, en tout cas c'est ce qu'on raconte sur sa personnalité. Il est très beau aussi, il plaît beaucoup aux filles. Il commence à faire des études à l'université, parce qu'il y a une université à Alger, et il commence par faire des études de psychologie et philosophie, jusque au numerus clausus, puisque les lois de Vichy vont toucher également l'Algérie, euh, et, et elles vont, eh bien, premièrement, sortir tous les enfants des écoles. D'accord. Les enfants juifs sont renvoyés des écoles. Évidemment que les étudiants sont renvoyés des universités, les professeurs sont renvoyés aussi. Et puis après ça, on a le coup fatal porté aux Juifs d'Algérie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'abrogation du décret Crémieux à ce moment-là, sous les lois de Vichy. Ça veut dire qu'on leur retire la nationalité française et ils sont à ce moment-là apatrides. Il va y avoir un temps jusqu'à quelque chose qui va s'appeler l'opération Torche en Algérie. Et c'est quoi l'opération Torche? C'est des jeunes juifs qui vont aider les Alliés, euh, les Britanniques, à, euh, à neutraliser les postes clés euh, en Algérie, tenus donc par des Français à la solde du gouvernement de Vichy, pour permettre aux Américains de débarquer et de contourner le général Rommel, qui lui descend jusqu'en Tunisie. Vous savez, les Allemands, les nazis sont arrivés jusqu'en Tunisie. Et en fait, les Alliés, les Américains, doivent arrêter Rommel. Et qu'est-ce que ça va être la bataille décisive? C'est quand les Américains vont arrêter Rommel dans le désert et c'est la fameuse bataille de El Alamein. Et ça, on ne sait pas assez, Ben Gurion le dira, j'ai découvert le rôle joué par les Juifs séfarades, les Juifs d'Algérie, lors de l'opération Torche. Et c'est à ce moment-là seulement, et c'est ça qui permettra ensuite le débarquement de Normandie des Américains pour libérer la France. Et à ce moment-là, seulement, un petit peu après l'opération Torche, donc après 1943 seulement, que sera, qu'il va être question de redonner aux Juifs d'Algérie le statut de citoyen français. Il va y avoir encore, ça va pas se faire immédiatement. Et donc, ils ont plusieurs années où ils restent complètement apatrides. Ils n'ont plus de nationalité. Et
Que fait Léon Ashkenazi, donc rejeté de l'université? Eh bien, il appartient, il va se donner corps et âme au mouvement de jeunesse auquel il appartient, les EI, les éclaireurs israélites juifs de France. En 1940, c'est là qu'il va prendre son totem, Manitou. Et après ça, eh bien, les choses. Donc, il est très actif. Et quelqu'un a levé la main? Ah, c'est Lana. Ouais. Non, moi, c'était pour dire que j'étais pas là à l'appel parce que j'ai eu un problème de Voilà, réseau. c'est bon, ça c'est bon. Mais quelqu'un a levé la main pour poser une question? Merci. Non, c'est bon? Ok. Donc, il est très, en fait, déjà jeune, il est très charismatique. Il est très social, il est très dynamique, très énergique. Il sait parler, il sait fédérer, et donc il entraîne autour de lui les autres. Et déjà, ça se traduit dans son implication dans le mouvement de jeunesse. Euh, et puis après, les choses vont s'accélérer puisque il va devoir les Juifs d'Algérie vont récupérer la nationalité française, mais en même temps qu'ils récupèrent la nationalité française, qu'est-ce qu'ils récupèrent en même temps? Pas seulement euh, l'honneur d'être français, mais également les devoirs qui vont avec. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement? Eh bien, on enrôle les jeunes Juifs d'Algérie dans l'armée française. Et pour ne pas les mélanger aux autres, parce qu'ils sont encore considérés comme des juifs, et pas comme des Français à part entière, malgré ce qui est dit, eh bien, ils vont se retrouver dans la Légion étrangère, et plus particulièrement dans le corps des Zouaves. Et c'est comme ça que Yehuda Ashkenazi, en 1943, rentre dans la Légion étrangère en tant qu'aumônier militaire. Et puis, il va être interné comme d'autres jeunes juifs d'Algérie, donc avant la fin de la guerre, ok, par le gouvernement de Vichy, interné au camp de Bedeau. Alors, ce camp de Bedeau, il se situe, attendez, je vais vous dire, au sud de Sidi Bel Abbès. Ok, donc c'est en Algérie. Euh, après ça, il va pouvoir, donc il va y avoir la libération. Et lui, il va rejoindre l'infanterie française et il va être blessé à Strasbourg. Donc là, il repart en France, il est blessé à Strasbourg. En convalescence, il est rapatrié à Marseille et c'est là qu'il va pouvoir assister à l'armistice euh, de Marseille. À partir de ce moment-là, il va y avoir un rapatriement donc des jeunes juifs euh, qui ont combattu pour la France. Et ils sont rapatriés en Algérie. Sauf que, à ce moment-là, qu'est-ce qui commence en Algérie? Les premières. Non, il y a au fur et à mesure des violences qui s'accentuent en Algérie, des pogroms qui sont perpétrés dans les petites villes contre les Juifs, contre les Européens aussi dans le quartier de la Casbah à Alger. Il y a le sac de la grande synagogue de Oran, le massacre de Constantine. Enfin, les violences s'accentuent avec ce qu'on appelle le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. En fait, il y a des violences qui sont faites de la part des Français de droite en Algérie et en même temps des Arabes ultranationalistes et donc les Juifs qui sont pris en tenaille au milieu et qui s'en prennent plein la figure. Ce qui va empêcher Yehuda Ashkenazi de revenir à Oran, il va être détourné sur Constantine et puis et finalement il va retourner en France. Et là, il répond à l'appel de Robert Gamzon. Est-ce que vous vous rappelez de Robert Gamzon? Qui est Robert Gamzon? C'est celui qu'on appelle aussi Castor. C'est le fondateur des EI qui appelle Yehuda Ashkenazi, puisqu'ils se connaissent très bien, et qui lui dit, viens, on a besoin de toi en France. L'Algérie, ça y est,
c'est pas la peine, tu as plus rien à faire là-bas, viens déjà, rejoins-nous. Il faut qu'on remonte, qu'on redynamise le mouvement des EI. On a plein de membres qui ont été attrapés. Vous vous rappelez qu'ils ont organisé la résistance grâce au réseau des EI en France. Et donc, il y en a beaucoup qui ont été tués. Et c'est là que, sous l'appel de Robert Gamzon, Rabbi Yehuda Ashkenazi va prendre la tête des EI et en même temps, il va fonder la fameuse école des cadres Gilbert Bloch d'Orsay. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, Manitou, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce totem-là? Manitou, c'est un mot indien, algonquin plus précisément, qui veut dire le grand esprit surnaturel qui unit le monde, l'harmonie, la force de la nature. Et, Gilbert Bloch, qui c'est? C'est le nom d'un de leurs camarades, un maquisard, qui a été tué à 24 ans dans le Tarn en 1944 et c'est à son nom qu'ils vont ouvrir l'école. Qu'est-ce que c'est? C'est une école de cadres qui est sous forme d'internat et qui est dans un endroit un peu hors du temps, un peu paradisiaque. C'est un espèce de château dans la campagne, donc un château avec un grand domaine, un grand jardin. Et les enfants sont reçus pendant 9 mois gratuitement en échange de leur promesse de s'engager ensuite dans la communauté, soit dans les mouvements de jeunesse, soit en tant que cadre dans la communauté, mais de participer à la reconstruction du judaïsme français. Et donc, il va y avoir dans cette école, par exemple, Elie Wiesel va passer dans cette école. Qui va passer dans cette école? Les profs. Chouchani, dont on a parlé, le mystérieux Chouchani, va passer à Orsay. Qui va enseigner de manière fixe? Jacob Gordin. Jacob Gordin va arriver à Orsay et la rencontre entre Yehuda Ashkenazi et Jacob Gordin va faire des étincelles d'ailleurs. C'est véritablement le maître de Yehuda Ashkenazi, Jacob Gordin. À Orsay, donc dans le château, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne le judaïsme, la Bible, l'hébreu, la langue, la pensée juive, mais aussi la psychologie, la menuiserie, la sociologie. On fait des travaux manuels et même du théâtre. Parce que il faut non seulement rebâtir et reconstruire, mais il faut également apprendre à vivre avec les traumatismes de la guerre et se reconstruire soi-même avant de pouvoir reconstruire les autres. Et donc l'art, l'expression vont être autant de moyens d'extérioriser les horreurs de la Shoah qui sont encore fraîches et tous ces jeunes dont la plupart ont perdu toute leur famille. Ce qui nous amène au rôle de Yehuda Ashkenazi à ce moment-là, donc après juste à la sortie de la guerre. C'est à ce moment-là qu'il va se marier avec Esther Papierman, celle qui sera également appelée Bambi, c'est son totem et qui, elle, est juive ashkénaze, qui a justement perdu toute sa famille dans les camps. Et ils vont fonder véritablement un couple modèle à Orsay. Il est donc directeur de l'école d'Orsay, il est commissaire général des éclaireurs israélites juifs de France et président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Il trouve quand même le temps de reprendre ses études et de passer une licence de philosophie, d'ethnologie et d'anthropologie. Et son but, c'est de raviver le judaïsme, pas seulement détruit par la Shoah, mais affadi, d'après ses propres propos, par la Haskalah, par l'immobilisme de l'orthodoxie, par le réformisme du consistoire et le rationalisme de l'université. Tout ça, il faut se battre pour réveiller tout ça. Et il va s'impliquer aussi dans le dialogue judéo-chrétien. Et puis, il va y avoir la guerre
la guerre des 6 jours. C'est là, vous savez, on a déjà parlé, on Oh, a vu. excusez-moi, Gaëlle. Oui, J'ai eu un petit empêchement. J'étais dans un endroit où il n'y avait vraiment pas du tout de réseau. Je ne pouvais pas me connecter. Et là, je viens de pouvoir me connecter. oui. Alors, Enat, Gaze. Ouais, Ok, c'est noté. merci beaucoup. Moi aussi, Gaëlle, j'ai eu un petit peu de retard. Elona, je suis rentrée là il y a 5 minutes. Ilona Fréois. Alors, Merci. voilà. Ok. Enfin, vous essayerez de rattraper quand même tout le début du cours, parce que là, on a bien avancé. Juste, j'essaye de reprendre le fil. Oui, donc alors 67, la guerre des 6 jours. On a vu que c'est le moment de l'alia justement de tous ces têtes du renouveau du judaïsme français. C'est le moment où André Néer va faire son alia, Eliane Amado Lévy va faire son alia. Et lui, Yehuda Ashkenazi, à ce moment-là, il aimerait aussi faire son alia, mais il ne va pas la faire tout de suite. Pourquoi? Parce que son père est souffrant et il faut qu'il s'occupe de lui. Il n'a pas les forces maintenant de pouvoir partir. Et en plus de ça, on lui a confié eh bien, la reconstitution de la communauté juive séfarade. Parce que c'est pas seulement à ce moment-là les rescapés de la Shoah dont ils vont s'occuper, mais à partir de 56, on a des vagues de séfaradim qui arrivent d'Algérie, puisque c'est la guerre d'Algérie, puisque c'est les événements, et puisque il faut partir. C'est la fameuse formule la valise ou le cercueil. Donc, les Juifs préfèrent la valise et débarquent en masse en France, puisqu'ils sont français et que c'est logique d'arriver en France, puisqu'on leur pose la question. D'ailleurs, on leur fera un procès, le fameux procès de Jérusalem, en leur disant mais pourquoi vous n'êtes pas venus en Israël? Vous avez été finalement infidèles. Eh bien non, pour eux, c'est logique d'aller en France. Mm. Donc là, à ce moment-là, Yehuda Ashkenazi, le Rav Yehuda Ashkenazi, puisqu'il est devenu rabbin en cours de route, se trouve face à un double mouvement. Il faut s'occuper des rescapés de la Shoah, il faut s'occuper des populations européennes juives traumatisées par la guerre et par la Shoah. Et en même temps, il faut s'occuper aussi de la génération des juifs séfarades qui arrivent et qui n'arrivent pas à préparer et dont l'arrivée n'est pas préparée, qui ne sont pas accueillis comme il faudrait et qui même parfois sont mal accueillis ou pas accueillis du tout ou snobés ou rejetés ou considérés comme des Arabes ou comme des sous-hommes. Et donc on va avoir à nouveau des problèmes d'antisémitisme, ça c'est sûr, mais également au sein même de la communauté juive, une scission qui va se faire entre le consistoire très mou, très guindé, qui pensent qu'ils n'ont absolument pas besoin de ces juifs séfarades qui arrivent d'on ne sait où. Et le consistoire à ce moment-là et le Front social juif unifié, le FSJU, ce sont les Rothschild qui le dirigent, le banquier Rothschild, qui pense qu'il n'y a pas, comment il dit ça, à investir dans ces juifs qui ont tout perdu et qui donc ne peuvent pas être un bon investissement pour la France. Et donc quand on a 150 rabbins qui arrivent d'Algérie et qui vont au consistoire pour demander du travail, on leur dit, bah, on n'a pas besoin de vous, retournez, enfin, faites ce que vous voulez. Et donc, on a des rabbins, des érudits séfarades qui vont se retrouver à ramasser les poubelles, à faire des ménages, etc., etc. C'est vraiment terrible. Et c'est pour ça que les personnes comme Yehuda Ashkenazi et comme le grand rabbin Naouri, la famille Maman, qui on a encore? On a le rabbin Jean Kling, qui vont faire énormément, le grand rabbin Sirat, qui vont essayer de reconstituer cette communauté-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils ne vont pas directement en Israël, parce que d'abord, il faut
qu'ils aient un toit, qu'ils se ressaisissent en fait de tout ce qu'ils ont vécu en Algérie. Et en même temps, paradoxalement, ce que dit le Rav Léon Ashkenazi et ce que dit aussi André Neher, c'est que c'est un moment messianique, ce qui se passe à ce moment-là en France. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a les retrouvailles des deux branches du judaïsme qui se font. Les Sfaradim et les Ashkenazim à ce moment-là se retrouvent les uns les autres et malgré des frictions et des tensions, il y a quand même eh bien, une découverte. On a parlé des colloques des intellectuels juifs de France, on a ensemble des Ashkenazim, des Sfaradim qui se parlent, qui parlent des mêmes choses, qui apportent chacun leur culture, qui apportent chacun leur Kabbalah, qui apportent chacun leur tradition. Et on a un mélange à ce moment-là qui se fait. Véritablement, ils pensent que ce sont des temps messianiques qui se passent à ce moment-là, où les branches du judaïsme se refondent dans une même souche, avant même d'arriver en Israël. Et d'ailleurs, il va y avoir, ça je l'ai déjà dit quand j'ai parlé d'André Neher, des couples, plein de couples, comme à l'image du couple que forment Manitou et Bambi, des couples mixtes, Sfaradim Ashkenazim, qui vont se former au sein du mouvement des EI, qui prône la réunion et l'union. Alors, donc ça retarde un petit peu son alia, mais ça ne l'empêche pas pour autant de organiser avec quelqu'un qui vit encore à Natania, un monsieur qui s'appelle Julien Zenouda, qui est très âgé et qui va avoir une part très très active dans la communauté juive d'Algérie. Et ils vont former des voyages de découverte d'Israël pour aller poser les jalons des futures aliyas communes. Parce que en 67, qu'est-ce qui se passe avec la guerre des 6 jours? On a à nouveau dans les rues des manifestations de gens qui crient mort aux juifs. Et pour les juifs d'Algérie, eh bien, ça sonne à leurs oreilles comme un écho de ce qu'ils ont pu vivre en Algérie. Et donc, dès que leur vie est en danger, ils prennent la valise et ils s'en vont. Donc, on a des voyages en Israël organisés par Manitou, qui critiquent à ce moment-là et l'université et la yeshiva, et qui va fonder en France à ce moment-là le CUEJ, C-U-E-J, Centre universitaire d'études juives, qui se veut être un mélange entre l'université et la yeshiva. Il travaille aussi beaucoup donc avec Julien Zenouda et les autres, fondation de Moriel, Moréchette du judaïsme, héritage du judaïsme d'Algérie. Et J'ai une question. oui, vas-y. Le QH, ça existe encore? Oui, sauf que ça a un autre nom aujourd'hui. C'est Gadivki. Comment ça s'appelle? L'ancêtre, c'est le QH et aujourd'hui, ça a un autre nom. C'est dans quelle ville? C'est à Paris. Nous. Je vous le dis la prochaine fois, d'accord? Ou je vous l'envoie sur WhatsApp. Merci. Là, Merci. ça m'échappe. Tout de suite, ça m'échappe. Il travaille avec la World Zionist Organization, l'organisation sioniste mondiale. Et d'ailleurs, il va être très, très ami avec le président du Cameroun, qui est un ancien prêtre, qui s'appelle Paul Biya. Ils vont devenir très, très amis. À tel point que Manitou va établir des relations diplomatiques avec le Cameroun et faciliter les relations entre le Cameroun et Israël, convaincre le président du Cameroun de ne pas voter contre Israël à l'ONU, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place. Dans le même ordre d'idées, il va avoir un dialogue aussi avec l'islam, avec des imams, et puis surtout, il y a la fameuse rencontre entre Manitou et le Dalai Lama. On dit qu'ils s'enferment pendant plusieurs heures et personne ne sait ce qu'ils se sont racontés, mais ils sont sortis tous les deux très contents de cette rencontre. Et puis finalement, il va enfin faire son alia
Alors, attendez, où j'en suis? Voilà, donc il fait finalement son alia. Il fait son alia et, enfin non, d'abord, avant de faire son alia, pendant ses fameux voyages en Israël, qui c'est qu'il va rencontrer en Israël? En 1956, c'est la première fois qu'il va le rencontrer, le Rav Tzvi Yehuda HaKohen Kook, le fils du Rav Avraham HaKohen Kook, le premier grand rabbin d'Israël. Et c'est une rencontre qui va totalement changer sa vie, puisqu'il dira, Manitou dira, le Rav m'a fait descendre la Torah sur la terre d'Israël. Et j'ai compris que l'union des Juifs ne peut pas se faire par l'appartenance religieuse, mais elle ne peut se faire qu'en passant par l'appartenance nationale. Donc après la guerre des 6 jours, après 68, il fait son alia. Et la première chose qu'il fait, étonnamment, j'étais moi aussi très surprise, je ne savais pas, il crée un lycée à Natania, figurez-vous, dont il n'y a plus du tout de traces d'ailleurs. En 69, il va diriger la Metifta, c'est une yeshiva séfarade dans la vieille ville de Jérusalem. Et puis, à Jérusalem, il va étudier en Révrouta avec le Rav Kook, donc il retrouve le fils, et aussi le Rav Shlomo Benyamin Ashlag. C'est aussi le fils du Rav Ashlag, qui est le fameux commentateur et traducteur du Zohar en hébreu, celui qu'on appelle le Baal HaSulam. Et là, vous voyez toutes les influences de Manitou, depuis la Kabbale séfarade, en passant par la Kabbale ashkénaze, qui va recevoir de Jacob Gordin, d'accord, en continuant ensuite avec l'influence du Rav Kook et du Rav Ashlag, le Rav Ashlag donc, qui va être spécialiste du Zohar. Donc, le monde de Manitou est riche et multiculturel, il dépasse les frontières. Et puis, il va fonder, avec l'agence juive, l'Institut Mayanot à Jérusalem, sur le modèle de l'école d'Orsay. C'est-à-dire que c'est un internat, c'est une résidence pour les étudiants. On les accueille à peu près entre 6 et 9 mois. Et ils sont Est-ce que ça complètement... existe toujours aussi? Et non, Mayanot n'existe plus. Il y a quelque chose de Mayanot à Jérusalem, je crois, mais Je c'est crois, pour les oui, Américains. oui, oui, oui. Le nom de Mayanot est utilisé, mais le Mayanot de Manitou n'existe plus. N'existe plus. Il va le diriger de 1974 à 1988. Et c'est d'ailleurs le moment où il va aussi, ça aussi, j'ai pas, il n'y a plus de traces, il va aussi fonder les centres d'études juives Yair, du nom d'un jeune qui va être tué dans un attentat terroriste. À Jérusalem, à Herzliya, à Natania, à Ashdod et à Rehovot, figurez-vous. Donc ça, il n'y a plus une trace. C'est vraiment dingue. Ouais. En 1990, il va recevoir le prix du président de la Knesset. En même temps, la fédération Edmond Tanouji et le FSJU vont également lui décerner un prix. En 1994, c'est même la ville de Paris qui lui décerne une médaille. Et puis, il va mourir en 1996 à 74 ans, donc c'est pas vieux. Et le Rav Mordechai Eliaou, qui sera à sa Levaya, dira de lui, c'était un géant de la Torah, un maître. Sa vie fut entièrement consacrée à l'enseignement pour éveiller les esprits à la Torah d'Eret Israël. Alors, en ce qui concerne ses œuvres, l'enseignement de Manitou est essentiellement oral. C'est un homme de parole, de théâtre, de contact, de relations, et vraiment dans la pure tradition séfarade. Et donc, il enseigne essentiellement à l'oral. Ce sont ses élèves qui prennent des notes. On enregistre ses conférences et ses cours. Vous pouvez trouver par écrit les 2 énormes tomes qui regroupent tous ces cours et qui s'appellent La parole et l'écrit. Il y a 2 tomes. Il y a aussi Torah Mitzion, qui regroupe tous ces commentaires sur les parashiotes, les haftarot et les fêtes
qui fait en Israël. Donc, la parole et l'écrit, c'est en français. Kimitzion, c'est en hébreu. Et puis, je vous ai mis dans le Moodle, je vous ai mis des liens de sites internet. Il y a un site qui est absolument incroyable qui s'appelle Tout Manitou. C'est une sonothèque. Il y a là-bas plus de 1000 heures enregistrées d'enseignement de Manitou, de cours que vous pouvez entendre. Et vous allez voir, il a une voix très particulière et surtout, il a beaucoup, beaucoup d'humour. Il est tout le temps en train de faire des jeux de mots, en train de faire des blagues. Il se prend jamais au sérieux, il se moque de tout le monde et de lui-même en particulier. Donc ça rajoute à son charisme. Et puis, ses élèves. Parmi ses élèves connus, on trouve Henri Atlan et Liliane Atlan, le Rav Aviner, le Rav Cherki, et tant d'autres, en fait, qui vivent aujourd'hui en Israël, qui ont des fonctions importantes dans la société israélienne et qui sont imprégnés de l'enseignement de Manitou chez les francophones. Aujourd'hui, en Israël, il y a un réveil chez les Israéliens qui n'ont pas connu Manitou et dont les familles n'ont pas eu de rapport avec Manitou, mais qui se sentent appelés, qui sentent un écho de leur questionnement identitaire dans l'enseignement de Manitou. Pourquoi? Parce que Manitou va parler d'identité juive, va parler de mutation et de la progression de l'histoire comme quelque chose de positif qui emmène toute l'humanité vers la constitution d'une identité universelle, humaine. Il faut arriver à quoi? Il faut arriver à ce fils de l'homme qui sera enfin capable d'être frère. L'être frère, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est capable du shalom, mais pas le shalom dans le sens mou, dans le sens de la paix pour la paix ou de la paix maintenant, shalom arshav, mais au contraire d'une paix dans le sens de la shlemut, de l'harmonie, de la complétude, du dialogue, du respect des différences de chacun, du respect de l'identité de chacun. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va creuser les identités, montrer les différences et les origines communes qu'il peut y avoir entre l'islam, le christianisme, le judaïsme. Et pour cela, il va se référer au texte biblique et tout particulièrement à l'histoire de Ishmaël, à l'histoire de Esav, euh, en, selon le Midrash, qui vont donner d'un côté Édom, qui va être le christianisme, et Ishmaël qui va donner l'islam. Et puis, en creusant ce rapport qui est un rapport finalement familial et qui est donc conflictuel. Et puis, mutation, parce que finalement, l'être juif, dit-il, c'est un accident de l'histoire. C'est une anormalité. L'exil, la diaspora, ce n'est pas l'état normal. L'état normal, c'est de redevenir hébreu, c'est de revenir en Israël. Et il y a donc une reconstruction de l'identité qui est impossible en exil et qui ne peut se faire que en revenant sur le sol. Donc là, vous voyez, vous entendez, pour ceux qui connaissent, l'influence du Rav Kook sur la pensée de Manitou. Euh, alors, j'ai oublié. Je pense que j'ai pas mal fait le tour des choses. Ce que je voudrais maintenant, si vous montrez et qu'on entende. D'abord, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Parmi les élèves de Mayanot à Jérusalem, il y a un chanteur et compositeur qui s'appelle Patrick Ayash. Et je vous en dis pas plus, mais il a composé quelque chose que je vais vous faire entendre. J'ai mis ça.
suivi. Je vais y arriver, hein. Les manipulations, c'est toujours un petit peu pour moi, pardon. Mais on y arrive. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas? Ah voilà, je vois pourquoi ça n'apparaît pas. Ok, une seconde. Ça. Ok. Ça va, alors là, tout le monde- alors, dites-moi juste. On entend. Ouais, c'est bon? Ok. Ouais, c'est bon. Là, vous voyez. Attendez, avant que ça commence. Ah zut, juste avant. Vous voyez la grande synagogue de Oran, donc, qui a été bâtie par les Français, d'accord, et qui est dans un, elle est impressionnante et elle est un mélange de style oriental et occidental. Et à l'intérieur, c'est assez impressionnant aussi. Je vous laisse regarder. Il semble que tout ait commencé à Oran. Une pousse fraîche comme la rose des vents avait jailli là-bas de son buisson ardent. Ce furent les premiers pas d'un être grandissant. Il entra au Zéhi au moment de la guerre. En 1939, il avait 17 ans. On le nomma bientôt Manitou dans le camp, un nom qu'il portera durant sa vie entière. Quelle aventure, quel idéal, quelle harmonie, quelle ambition. Fraternité, fidélité, bonté, bravoure et tradition. Le scoutisme fut bien plus qu'un camp de jeunesse, éclaireur de la nuit, Castor en le créant, pour ainsi sauver près d'un millier d'enfants, tous menacés de mort, rescapés de justesse. 1946, c'est l'école d'Orsay, avec Monsieur Gordin, l'incroyable penseur, qui a su redonner leur souffle à ces valeurs que des bottes nazies avaient empiétinées. Quelle aventure, quel idéal, quelle harmonie, quelle ambition. Fraternité, fidélité, bonté, bravoure et tradition. Bientôt il faudra bien mener d'autres batailles face à tous les dangers de l'assimilation. Combien ont reconnu le chemin, la maison, la table de Shabbat, la joie des retrouvailles. Et puis Jérusalem, les années 80, l'école de Mayanot et son souffle divin. C'est ici qu'on a vu le maître flamboyant enseigner la Torah pendant plus de 20 ans. Quelle aventure, quel idéal, quelle harmonie, quelle ambition. Fraternité, fidélité,
bonté, bravoure et tradition, pluralisme et amitié s'y côtoyaient sans faille. Éblouis par le choc de son enseignement, nous étions tous unis comme au pied du Sinaï, pour vivre à chaque cours le même événement. Quand l'ange de la nuit va fermer ses paupières, au moment où l'on vient chanter le chant du soir, c'est l'heure du souvenir, c'est l'heure de la mémoire, fidèle à tous nos maîtres, c'est garant de l'espoir. Quelle aventure, quel idéal, quelle harmonie, quelle ambition, fraternité, fidélité, bonté, bravoure et tradition, chant et prière, érudition, idées reçues, confrontation, égalité, humanité, humilité et liberté. Attendez, parce que moi, il s'est remis à tourner, là, il est où, là? Enfin, ça y est, stop. Ok. Voilà. C'est intéressant parce que ça nous montre un petit peu l'effet Manitou sur ces élèves, cette balade qui a été composée pour le 100e des EI, non, plutôt pour les 100 ans de la Ascara de Manitou, et qui a été passée au 100e des EI. Et C'était il y a pas longtemps d'ailleurs, les 100 ans des EI, c'était le exactement, je crois que fin juillet, hein. c'est ça, c'était l'été dernier, ouais. Et, et il y a quelque chose aujourd'hui qu'on peut un peu observer et qu'il faut prendre avec des pincettes. Il y a une espèce de manitoulâtrie qui se fait un petit peu autour de la légende du maître et qui est absolument contraire à l'enseignement lui-même de Manitou, je pense, qui n'aurait pas voulu qu'on en fasse ni un gourou, ni un maître à penser, puisque au contraire, ce qu'il voulait, c'était éveiller la pensée chez ses élèves et leur donner l'impulsion pour aller secouer un petit peu les choses. Et puis, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Et puis, il disait des vérités qu'on ne voulait pas forcément entendre. Et puis, il faut en fait réhumaniser ces grands personnages de notre histoire, que ce soit André Neher, que ce soit le Rav Léon Ashkenazi ou Eliane Amado Lévy-Valency. Ils avaient tous de très fortes personnalités et de très forts caractères, ce qui a donné lieu souvent eh bien, à des fortes disputes, à des grosses altercations, à des prises de position politiques aussi très très fortes, à des critiques de part et d'autre. Il n'a pas toujours fait l'unanimité. Donc aujourd'hui, on donne un petit peu une image édulcorée, mythique un petit peu, mais un petit peu trop policée, je trouve, qui est pas véritablement, qui est peut-être pas forcément la réalité. Ça, c'est une chose. Et mais le plus important, c'est son message. Et il y a quelque chose dans cette chanson aussi qui ressort. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est cette espèce de, au-delà de, il y a un chant qui se veut un chant d'espoir, qui se veut un chant aussi d'harmonie et d'optimisme, alors qu'on est dans une période qui est finalement très noire et très difficile, et qui est liée à cette vision prophétique, à cette vision biblique
qui voit plus loin et qui est un peu de l'ordre du rire de Rabbi Akiva sur les ruines du temple, là où marchent les renards, et ses élèves qui lui disent mais Rabbi Akiva, nous pleurons le temple détruit et toi tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Akiva qui leur dit je vois la reconstruction de Jérusalem et les enfants qui viendront à nouveau jouer dans les rues de Jérusalem. Et je crois que c'est de cet ordre-là, l'optimisme de Manitou et cette harmonie. Alors, il y a chez Manitou, comme chez le Rav Kook, quelque chose aussi de très, ça va vous étonner, mais de très hegelien, dans le sens du philosophe Hegel, le philosophe de l'histoire. Pourquoi? Parce que Hegel voit l'histoire comme un sens qui va vers le progrès. Et pour Manitou, comme pour le Rav Kook, l'histoire suit un sens, suit un plan, donc un plan divin, vous avez compris, mais c'est un sens qui amène l'humanité vers le meilleur, vers le mieux, qui a un sens éminemment positif. Malgré les guerres, malgré les disputes, malgré les échecs, chaque crise qui secoue l'histoire fait faire un pas en avant à l'humanité vers ce que Manitou va appeler cette identité universelle humaine. Et pourtant, on ne peut pas toujours le distinguer. On peut pas le distinguer. On a du mal à le distinguer au travers de la Shoah, on a du mal à le distinguer au travers du massacre du 7 octobre. Mais c'est immédiat. Et ça, on le voit peut-être aujourd'hui en Israël. On voit que face au pire que l'homme peut perpétrer, on a immédiatement, presque au même moment, toujours en face des justes, des tzadikim, des gens simples qui font preuve d'humanité et qui font preuve de bon sens et qui relèvent cette figure de l'homme qui est piétiné, qui est humilié et qui lui font honneur et qui emmènent cette humanité vers de, de meilleurs, de meilleurs rivages. Et, et Non, mais là, on a le temps de regarder justement un petit texte qui est de Manitou, donc qui a été écrit après un cours de Manitou, donc prise de notes d'un de ses élèves, et où il pose la question justement de l'identité du tzaddik. Qu'est-ce qu'un tzaddik? Donc voilà, je propose qu'on finisse avec ça. Et ça nous permettra de commencer à se familiariser un petit peu avec sa technique de lecture biblique. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, oui, on Oh, voit, on voit, on voit. on voit. Alors, moi, C'est le toujours mieux truc. d'agrandir si possible. Ah oui, mais moi, je vous vois plus. Contrôle plus. Non, non, ça, je sais, mais moi, je vous vois plus, vous. Ça, c'est embêtant, j'aimerais bien vous voir en même temps. Regarde, ça marche. Il doit y avoir un affichage spécial. Il y a un carré noir sur l'écran. Je ne sais pas si c'est que chez moi, mais Il y a un carré noir sur l'écran. Ouais, ouais, un rectangle. sur la droite. Non, Ouais. mais voilà, maintenant je l'ai. Il n'était pas. Maintenant, c'est bon. Ok, alors, donc là, vous voyez le texte. Il n'est pas si gros. Je vais le faire plus gros. Vous pouvez mettre, vous voyez pas assez gros là? Attendez, on va mettre plus. Parce que c'est mon Word, ça. C'est mieux ça? C'est mieux là? Là, on voit pas la fin des phrases, je crois. Et oui, c'est ça, on voit pas la fin des phrases maintenant. Et là, on voit? Ouais, je crois. Ouais, c'est bon là. C'est bon. Ouais, c'est bon? Ok, Yofi.
Tov. Alors là, il n'y a pas 15 pages, il n'y en a que 3, donc ça va aller. Qui veut lire? Euh, Ok, je veux bien lire. Allez, vas-y. Le tzaddik, une définition. S'il y avait un seul homme sur terre, l'histoire serait autre. Mais dès qu'il y en a deux, le problème de la paix et de la guerre se pose. Le Rav Léon Ashkenazi. Noé et Abraham, histoire des contrastes. De contrastes. Ok. Le premier chapitre de la Genèse laisse apparaître l'idée d'un projet qui doit être réalisé tout au long de l'histoire humaine, avec notamment deux notions directrices sous-jacentes, la bénédiction et la sainteté. Il est suivi par le récit condensé des 10 premières générations qui va se conclure par un échec, celui du déluge. Ainsi, cette première tentative s'achève par une sanction, non par la destruction de l'humanité, mais par son effacement, selon les termes mêmes de la Torah. Plus précisément, selon l'enseignement du Maharal, la forme qu'a prise l'identité humaine se trouve annulée. Tel est le sens du fait que le déluge est un déluge d'eau et non de feu. Je continue? Oui, s'il vous plaît. Ok. Un point doit nous frapper dans l'étude de ce récit. Il ne s'agit pas encore de ce que l'on appellera plus tard le problème religieux. Parlant français, c'est ainsi que je dois m'exprimer. Il s'agit du problème moral. L'humanité est condamnée car la terre était emplie de violence. En Le hébreu, problème... attends. La terre était remplie de violence, qui milou haaretz Hamas. C'est ça qui fait que au moment dans Bereshit, Dieu il va décider d'envoyer le déluge. Donc on est après l'histoire de la tour de Babel. Ok. Le problème que la société humaine avait à résoudre est celui des rapports entre sujets humains, la question fondamentale n'ayant toujours pas trouvé de solution réelle de leur coexistence et qui se pose dès qu'il y a deux frères. S'il y avait un seul homme sur Terre, l'histoire serait autre. Mais dès qu'il y en a deux, le problème de la paix et de la guerre se pose. Telle est effectivement l'équation fondamentale de la prophétie hébraïque. Prévoir un monde où cette question sera résolue, un monde de paix que les prophètes de la Bible appellent les temps messianiques. Merci. Alors attends, on va demander à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Moi, je veux bien lire si vous voulez. Vas-y. En termes traditionnels, on dira que le problème que l'humanité avait à résoudre est celui des rapports des hommes entre eux. Cependant, en filigrane, sous-tendant ce problème, transparaît également le problème des rapports entre l'homme et Dieu, lequel est véritablement le problème religieux. Il est écrit dans la Torah, Genèse 6, 11, « La terre s'est corrompue devant Dieu et s'est remplie de violence. » On ne saurait donc affirmer que le problème qui apparaîtra de façon plus fondamentale dans la lignée d'Israël à partir d'Abraham, le problème des rapports entre l'homme et son créateur, n'est pas déjà posé dans cette première partie de l'histoire humaine. Il n'en reste pas moins que c'est d'abord le problème moral qui constitue le gros plan du récit. Avant d'aboutir à la sanction ultime, toutes les sourcils possibles sont donnés à l'humanité pour se reprendre et résoudre le problème. En vertu de la patience du Créateur, il y a 10 générations d'Adam jusqu'à Noé, indique le Pirkei Avot. Cependant, tous les sursis étant épuisés, finalement la sanction arrive. Il y a toutefois un rescapé, ou plutôt une famille rescapée, celle de Noé, c'est-à-dire une manière d'être homme qui porte en telle une possibilité de reprise, qui porte en elle une possibilité de reprise de l'histoire humaine. Le Midrash et les commentateurs vont donc s'interroger sur la raison et le mérite qui ont permis ce salut. Pourquoi l'identité Noé a-t-elle été sauvée? Pourquoi échapper à un désastre aussi massif, à une telle Shoah, si j'ose dire? Il faut une raison exceptionnelle. Tel est le sujet des lignes qui suivent. Alors attends,
on a ici quelque chose qui commence et qui va être particulièrement prégnant dans la pensée de Manitou. C'est ce qu'il va appeler les engendrements, les toladotes. Le mot qu'on utilise pour dire histoire en hébreu, c'est toladot. Mais toladot, c'est pas seulement une histoire, ça veut dire des jours qui se succèdent, le passé, le présent et l'avenir. C'est également les engendrements, les enfants, les petits-enfants, etc., etc., les générations qui se suivent. Et ce que Manitou va montrer, ce qu'il commence déjà ici à dire, c'est que il y a une sélection finalement qui se fait au fur et à mesure de l'histoire à travers une famille qui porte une identité qui se construit au fur et à mesure des générations. Et chaque génération reprend cette identité. Ça va être à chaque fois un membre de la famille. Tous les autres. En fait, c'est comme si à chaque fois, on enlevait tous ceux qui ne portent pas cette identité et à partir du seul qui garde l'identité, on construit au fur et à mesure là où on veut arriver. On veut arriver à celui qui sera capable d'être frère. D'accord? Alors vas-y, continue. Vas-y. Je continue moi? Ouais, si ça te Ok. pas. Ouais. Revenons à l'annonce du déluge. Et l'Éternel dit, l'homme que j'ai créé, je l'effacerai de dessous la face de dessous la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau du ciel. On trouve ici l'énumération des êtres vivants créés au 6e jour. L'homme et son environnement, autrement dit, tout ce qui est donné à l'histoire du 7e jour, c'est-à-dire l'histoire de l'homme jusqu'au temps messianique, jusqu'à l'heure où l'identité humaine aura résolu ses contradictions. L'homme et son environnement vont être effacés, car j'ai regretté de les avoir faits. On notera que ce verset n'exclut pas Noé de l'effacement général. C'est précisément ce que m'enseigne le traité Sanhédrin 108a, selon lequel Noé était compris dans le jugement, dans la décision d'effacer cette manière d'être homme des 6 premières générations. Des 10 premières générations. Des 10, Alors pardon. attends, juste une petite seconde. Je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'il fait, ok? Il a pris le récit biblique, d'accord? Au début, il nous parle avec des termes qui sont de la philosophie, d'accord? Il nous parle de problèmes moraux, de problèmes sociaux, ok? Donc c'est une langue universitaire, d'accord? Et ensuite, on voit qu'il est allé se référer au Maharal et au Pirkei Avot, ok, comme commentaire du texte biblique. Et puis, il va utiliser les Midrashim, d'accord, pour élargir son champ. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Et après, il va voir dans le Talmud, ok? La Sugiya, ici, le traité Sanhédrin, il commente le verset de Noé, ok? La Gemara, c'est aussi un commentaire de la Torah qui va mener à fixer la halakha. Mais à la base, le Talmud, c'est la Torah orale, c'est un commentaire de la Torah écrite, qui à la base sont toutes deux orales en fait. Mais bon, ça c'est une autre chose. Ok, donc vas-y, alors on est là. La décision d'effacer de cette manière d'être homme des 10 premières générations. Voici cet enseignement. On a enseigné à la maison de Rabbi Ishmael. La sanction avait été prononcée également sur Noé. Cependant, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme il l'est dit, car j'ai regretté de les avoir faits, et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Autrement dit, si on se place dans la perspective d'un jugement strict, même cette manière d'être homme, nommée Noé, et à partir de laquelle va recommencer l'histoire humaine pour aboutir, via Abraham, à l'identité d'Israël, même cette identité-là n'avait pas mérité par elle-même d'être épargnée par la sanction du déluge. Noé a trouvé grâce. C'est vraiment gratuit, c'est véritablement une grâce. Ok, alors attends. Qui veut prendre la suite? Moi, je peux lire si vous voulez. Ok, super, vas-y. Alors on est là, précisons.
Ah, par contre, il faut ouvrir ton micro. Sinon, ça marche pas. C'est où juste? J'ai pas Là, vu. précisons. Tu vois, ici? Voilà. Ah, ok, précisons. Que Noé ait trouvé grâce, nous l'apprenons directement du verset, mais nous aurions encore pu penser que cette grâce se justifiait par un mérite particulier. L'enseignement de Rabbi Ishmael vient affirmer qu'il n'en est rien. Nous avons donc là une notion à éclaircir, cette notion de grâce, qui est exprimée en hébreu par le mot chen. Que signifie cette gratuité? C'est au-delà de tout mérite qui explique le salut de Noé. Lisons le verset suivant. Voici les engendrements de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans sa génération. Noé se conduisait avec Dieu. Ok, alors, voici les engendrements de Noé et les Tolédot Noach. D'accord? Tolédot, c'est ce fameux mot qui veut à la fois dire les engendrements et l'histoire. Grâce, c'est chen. C'est la rachmanout, c'est le côté bon de Dieu. D'accord? Gratuit de Dieu. Vas-y, continue. D'emblée, la succession des deux versets soulève une difficulté évidente. Le verset 8 énonce que Noé a trouvé grâce et Rabbi Ishmael souligne le caractère gratuit de cette grâce. Et voilà que le verset 9 définit Noé comme un juste, un tzaddik. À moins de se trouver dans une contradiction, cela ne peut venir expliquer pourquoi Noé a trouvé grâce. Il faut donc approfondir notre thème, ce que nous allons faire ce que nous allons faire à l'aide du commentaire de Rachi. Mais auparavant, je voudrais élargir la perspective et montrer les dimensions du sujet qui se pose à nous. Ok, donc il dit là, je vais revenir à la base de la base. On a une question, c'est pas logique. Je prends la base de la base, Rachi. Parce que c'est toujours Rachi. On dit Rachi, pourquoi il a écrit son commentaire pour qu'il puisse être lu par un enfant de 9 ans. D'accord? Ça, c'est Rachi. Alors, vas-y. En fait, En fait, il existe deux possibilités pour analyser cette difficulté. L'une se trouve dans la lecture juive du texte et l'autre dans ce que j'appellerais l'atmosphère de la conscience chrétienne lorsqu'elle lit la Bible. Dès les premiers chapitres de la Bible, ce problème sépare ces deux mondes, le judaïsme d'un côté, le christianisme de l'autre. C'est l'une des catégories les plus importantes de nos différends. Dans l'ambiance chrétienne de la lecture de la Bible, qu'appelle-t-on un juste, un tzaddik? C'est quelqu'un qui a trouvé grâce. Perspective de lecture que l'on va évidemment évacuer et qui montre à quel point ce sujet fait problème. Il nous faut résoudre cette contradiction entre ces deux notions, ces deux informations que la Torah nous donne. D'une part, que Noé a trouvé grâce, d'autre part, qu'il était injuste. ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de très intéressant. En fait, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on utilise le français. Et quand en français tu dis grâce, alors tu utilises un vocabulaire effectivement très chrétien. Et la grâce des chrétiens, c'est pas du tout le reine juif. Mais en même temps, ça révèle un sens différent, un sens nouveau à cette grâce. Ok? Donc c'est ce que je vous ai demandé aussi de faire, c'est-à-dire d'aller voir peut-être dans les autres cultures, dans les autres religions, quelle va être la portée du passage que vous avez choisi. Et de confronter les deux, ça peut faire jaillir des nouveaux sens. Donc ici, on a vraiment une contradiction entre grâce, gratuité d'un côté, et tzaddik, le juste, qui relève au contraire de quoi en hébreu? Tzaddik, ça vient de quel mot? Tzedek, Tzedek, vérité. la justice. Et la Oui. justice, a priori, elle va être fixée avec qu'est-ce qui est l'inverse de la grâce, du chen, du chesed, c'est le tzedek. Avec quoi on fait la justice? Avec le din, la- Le le, juge. le jugement, la justice, d'accord? A priori, deux contraires, absolus. Ok, alors vas-y, continue. En revanche, en univers juif, être tzaddik, cela veut dire avoir un mérite suffisant qui vient de la concordance entre les actes et la loi. Le tzaddik est celui dont les actes sont conformes à la loi, celui qui agit justement, c'est-à-dire de façon juste par rapport à une norme, par rapport à une loi. C'est cela qui fait acquérir le mérite. D'un autre Ok, côté, ouais. Non, non, vas-y, vas-y. C'est bon, vas-y. d'un autre côté, trouver grâce, cela veut dire pour Noé obtenir son salut de façon gratuite, sans référence à un quelconque mérite. Définir un juste comme celui qui a trouvé grâce est une inversion complète des catégories hébraïques. Ne cherchons donc pas dans sa définition comme Ne cherchons donc pas dans sa définition comme tzaddik l'explication de la raison pour laquelle Noé a trouvé grâce, parce que trouver grâce, c'est trouver grâce, c'est gratuit. Mais pourquoi la Torah nous a-t-elle dit qu'il était tzaddik? Rachi commente. Ça va, Puisque le tu peux, c'est bon, tu peux encore, attends, je regarde combien il reste. Ah super, on est à la fin, donc j'aimerais bien qu'on finisse, il reste 3 minutes. On est bon là, vas-y.
Allons-y. Puisque le texte a mentionné le nom de Noé, il a raconté sa louange comme il est dit, la mention du juste est en vue de la bénédiction. Il faut bien mettre en évidence le sens de ce commentaire. Pourquoi la Torah nous dit-elle que Noé était un tzaddik? Réponse, non pas pour nous expliquer la raison pour laquelle il a trouvé grâce, mais parce que lorsqu'on mentionne quelqu'un qui est injuste, il faut rappeler qu'il l'est. Pour comprendre la grâce, il faudra donc faire appel à un tout autre principe. Avant d'y arriver, précisons encore cette notion de juste, de tzaddik. Suspendons d'abord son sens moral, le juste avec une majuscule, et comprenons la notion au sens étymologique qui en est le fondement, celui que l'on trouve dans l'expression tomber juste, la justesse. De même en hébreu, pour dire tu as raison, on dit atatzodek. Cela veut dire c'est exact. Si l'on se réfère maintenant à la loi morale, juste signifie donc être en exactitude par rapport à la loi. La Torah, par sa préface historique, veut nous faire connaître qui est cet Israël qui recevra cette Torah. Selon l'expression, qui nous a choisis d'entre tous les peuples et nous a donné sa Torah. Nous saurons ainsi qui nous sommes pour avoir reçu cette Torah. Mais cela veut-il dire... Je continue. Tu veux que je finisse? Tu veux que je finisse? Comme vous voulez, moi. Ok, alors attends, je vais finir. Le fait que la Torah mette en avant le personnage de Noé est très important. Elle nous indique par là qu'un homme qui n'est pas d'Israël, mais appartient seulement à la préhistoire d'Israël, un homme ayant l'identité de Noé est appelé tzaddik. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du Ham Israël. Cela signifie donc qu'il y a au minimum 2 niveaux de définition de ce terme, de cette catégorie. Le premier, propre d'ailleurs à la tradition du Midrash, définit le tzaddik dans l'ordre de l'attitude de la volonté à l'échelle universelle. Le tzaddik est celui dont la volonté préfère systématiquement en général le bien au mal. Inversement, celui dont la volonté préfère en général le mal au bien est appelé méchant, racha. Quelle que soit la loi à laquelle il se mesure, par éducation, par tradition, c'est-à-dire par sa propre éducation, par sa propre tradition, l'homme est d'abord jugé dans l'ordre de l'attitude de sa volonté. Sous réserve, il faut l'ajouter immédiatement, d'un minimum de connaissances, de bonne foi et de sincérité, ce minimum étant défini par les 7 lois des enfants de Noé, les Bnei Noach. Cela définit le tzaddik à l'échelle universelle, ce qui nous est indiqué par le verset lui-même. Noach était un homme juste, tzaddik bedoro, un juste dans sa génération. Pourtant, la Torah n'est pas encore révélée. Cela signifie donc qu'il y a une définition du juste dans l'ordre de l'attitude de la volonté. Et tzaddik, l'homme porté par sa propre volonté, a préféré le bien tel qu'il le connaît au mal tel qu'il le connaît. Voici ce qui définit le tzaddik selon l'identité Noach et l'alliance des Bnei Noach. Donc ça veut dire celui qui, par sa propre volonté, par sa propre conscience, choisit le bien plutôt que le mal. Ça veut dire qu'on est dans une histoire, dans un moment de l'humanité où on n'a pas encore de loi, où on n'a pas encore de Torah. Et pourtant, ce récit de Noach, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'il y a une conscience morale propre à l'humanité et que l'homme préhistorique, cette identité de Noach, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui est capable de faire la différence entre le mal et le bien dans un monde où il n'y a pas de loi, où il y a l'idolâtrie, où il y a la luxure, où il y a le meurtre, etc., etc. Et pourtant, il existe un homme, un seul, qui est capable de distinguer du bien du mal. C'est un tzaddik. Et c'est à partir de cette identité de tzaddik que l'humanité, en tout cas dans le projet divin, va se construire pour aboutir à Abraham et ensuite continuer les engendrements. Il est 31, on va finir là-dessus. Regarde, j'arrête ça là. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Erev Tov et à bientôt. Bye, à bientôt. Merci. Hazak ou Bonne Baruch. soirée. Merci. Est-ce